Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 99 du Dreamcast Show, l'épisode 100. Et juste là, il arrive. Est-ce qu'il y aura quelque chose de particulier ou pas? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que pour le pour le numéro 99, évidemment, il n'y a pas de département. Et donc, on va saluer les résidents étrangers. Et ça tombe bien puisque pour cet épisode, Azad a eu un empêchement de dernière minute. Et c'est donc Titouan Cronier, qui devait être là déjà de base. On était 3 à être prévus de base, on n'est plus que 2, mais ça tombe bien puisque c'est un résident allemand, donc l'invité parfait pour le numéro 99. Et de qui allons-nous parler? On va faire un autre profil de draft. Il était venu faire le premier sur Dylan Harper, entre-temps on a fait Trey Johnson, Ace Bailey, et aujourd'hui on s'attaque à Kasparas Giacoussionis. Alors qui est-il? Est-ce qu'on peut projeter une star? Eh bien, installez-vous bien et on est parti tout de suite. Willkommen Titouan. Pardon, je ressors mes vieux cours d'allemand. Mais bienvenue Titouan, comment ça va? Bah, ça va très bien. Content de mettre un peu européaniser un peu le Dreamcast Show. Exactement, et aussi européaniser un peu cette draft, puisque pour l'instant, Oui. si je ne dis pas de bêtises, on a fait que des profils américains de NCA. Alors c'est cool pour voir des matchs, mais c'est bien aussi de parler d'autres gens, Et en plus, tu es assez chaud pour pas spoiler sur Kasparas Giacoussionis, c'est ça? Ouais, je sais pas, est-ce que dire qu'il va être numéro 1 de draft, c'est assez chaud ou... Non, oui, effectivement, je suis très chaud, j'aime beaucoup. On va parler de son profil, mais les porteurs de balles comme ça, de quasiment 2 mètres, très bon passeur, c'est un peu mon dada. C'est ton dada. Et avant de commencer, quand même, Titouan, envergure, il y a tous les profils, on va dire, peut-être, je sais pas combien vous allez en faire, mais les 60 profils qui vont être faits, si vous voulez savoir sur les fins de premier tour, les fins de second tour, allez voir ça. Et podcast du Trèfle, le Trèfle, podcast sur les Celtics. Vous avez sorti un truc sur la fin de saison, et si jamais tu veux reparler de l'épisode que vous avez fait pour le podcaston, et ben je t'en prie, ne te gêne pas. Ouais, en plus, ça tombe bien parce qu'il y a un peu il y a un peu le débat en ce moment dans la politique française sur le port du voile, notamment dans le sport. Et donc, sans trop politiser l'épisode, effectivement, on a fait un épisode en mettant en avant l'association Basket pour tous, qui est un épisode du coup qui qui est une association qui lutte en fait contre les discriminations dans le sport et qui essaye bah, de, de faire un peu flancher la Fédération française de basket pour que les femmes et les jeunes filles puissent jouer au basket, peu importe leur religion, leur ethnie, etc. Donc voilà, c'est un épisode qu'on a fait avec Azad qui nous tenait vraiment à cœur. Donc si vraiment vous avez un épisode à aller écouter du trèfle cette saison, c'est celui-là. Voilà, ça vaut vraiment le coup. Et puis allez regarder aussi, pas que l'épisode, mais peut-être le travail de l'association. Si ça vous intéresse, j'essaierai de tout vous mettre en description. Et donc, on va parler de draft. On va repartir sur notre petit board de draft. Et alors, on a fait Dylan Harper avec toi. Et rapidement, je vais te laisser 2 minutes parce qu'entre-temps, on a fait 2 autres épisodes. On a fait Trey Johnson et Ace Bailey. Est-ce que tu as 2-3 mots à dire sur Trey Johnson et Ace Bailey ou pas forcément, tu me fais confiance aveugle, sachant que l'épisode de Bailey est pas sorti au moment où on tourne. Non, je vous fais confiance. Je sais que vous avez sûrement eu des bons invités pour en parler et que toi et Azad, vous êtes compétents pour en parler aussi. Donc, il y a pas, je pense que les épisodes seront très bons. Enfin, d'ailleurs, celui de Trey Johnson est très bon et celui de Bailey sera aussi très bon, contrairement aux joueurs qu'il décrit. Donc voilà, tu lisais entre les lignes, Titouan n'aime pas Ace Bailey. Lisez entre les lignes. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un Lituanien, Kasparas
Yakushonis d'Illinois, la fac d'Illinois. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est un prospect, on reste sur des prospects qui sont connus depuis assez longtemps. Finalement, là, c'est le quatrième et c'est le quatrième aussi qui est connu depuis un petit moment. Il n'a pas explosé pendant son année NCAA parce que il a été formé au Barça. Ça fait longtemps qu'il est dans le circuit, on va dire. Il a fait notamment le Nike Hoop Summit l'an passé avec Nolan Traoré, même si Nolan Traoré est lui un peu descendu dans les mocks. Et cette année, du coup, il est allé en NCAA, sans doute pour entrer un peu dans le circuit américain, à Illinois. Et du coup, alors j'arrête le du coup, il faut arrêter de dire du coup. Quelqu'un nous l'a dit en commentaire. Mais il a réussi, il a fini All-NBA Third Team de la conférence Big Ten. Et du coup, déjà, on a un joueur qui sort finalement d'une bonne saison pour un joueur de seulement 19 ans, quoi. Oui, oui, puis en plus, il est, comme tu disais, il est connu aussi depuis longtemps, nous, du côté, enfin, bon, du côté des scouts aussi, évidemment, mais encore plus en Europe, parce que, comme tu disais, il a joué au Barça, il a fait aussi des compétitions FIBA avec la Lituanie, l'Euro U16, l'Euro U18, il a fait ce qu'on appelle les ANGT, donc c'est le Adidas Next Generation Tournament, qui est en fait un espèce de tournoi jeune de toutes les centres de formation, on va dire, européens, où il y a notamment le Pôle France qui joue. Et donc voilà, il a fait d'ailleurs il en a fait un très bon, un où il a été un peu moins bon. L'année dernière, il était un peu moins bon, la première année était un peu meilleure, mais voilà, pour le centre de formation de Barcelone, il a fait ce tournoi-là. Donc ouais, c'est un gars qu'on connaît qu'on peut suivre depuis quelques temps déjà, même nous Européens. Mm. Euh, donc ouais, c'est pas un nouveau-né sorti de nulle part. Exactement. Et alors, petit disclaimer. Alors, je vais faire son profil, je vais vous décrire rapidement les grandes lignes de son profil. On parle d'un guard, donc en gros un ball handler, de 6'6", donc d'environ 1m98, qui n'a pas une envergure forcément positive, mais qui est assez musculeux. Moi, j'ai trouvé 96 kilos, mais voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est que tout de suite, je mets un grand panneau attention pour nos auditeurs. C'est un Européen qui a été formé en Europe, dans un grand club européen, qui est un grand porteur de balles, qui est un bon passeur, qui met des step back à 3 points. Mais je vous arrête tout de suite, ce n'est pas Luka Doncic. Voilà, pas de comparaison avec Luka Doncic. Si vous voyez quelqu'un qui le compare à Luka Doncic, cette personne n'est pas sérieuse. Euh, je pense qu'on peut le dire. Mais du coup, voilà, on parle quand même d'un grand guard de 6 pieds 6, donc d'1m98. Et ça, déjà, ça fait saliver. Mais surtout, je pense qu'on peut commencer par là avec son jeu, si tu le veux bien. Sauf si tu veux ajouter quelque chose sur ton parcours, je te laisserai le faire. Mais la grosse force de Gasparas Yakushonis, c'est qu'on a quand même un excellent passeur, enfin un passeur de très 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 haut niveau. Ouais, ouais, c'est un playmaker qui est assez fou. Je pense que c'est un des meilleurs. Enfin, je suis sûr que c'est un des meilleurs passeurs de la QV. Et on en parlait tous les deux en off. Je pense que c'est un des meilleurs passeurs depuis un certain temps qu'on n'avait pas vu en NCF. On s'était dit entre nous, peut-être depuis Cade Mm. Cunningham peut-être. Donc non, c'est un excellent passeur qui est capable qui utilise bien la manipulation visuelle et les fake passes pour vraiment se jouer des défenses. Pour être un peu dans les stats, il a 26% d'assist percentage pour 24% d'usage, donc c'est un ratio un ratio le fameux ratio playmaking qui est supérieur à 1, donc on est vraiment dans l'élite en fait là. Et en fait, sa palette de passes qui est tout simplement ultra Mm. diversifiée. Il peut faire des passes lobées, à rebond, dans le dos, des passes à une main, à deux mains, main gauche, main droite. Enfin, Bah, il y a vraiment de tout, quoi. ouais, en vrai, on peut un peu, pour moi, c'est assez important et on peut un peu développer ça. C'est que c'est vraiment une panoplie qui est très 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 complète. Et il y a un truc qui est déjà assez rare sur la panoplie que tu as dit, mais c'est un passeur qui est, moi, qui m'avait un peu choqué enfin, au premier visionnage,
mais qui est presque ambidextre en fait. Ouais, ouais. Et puis pas ambidex pour faire des passes de 2 mètres, hein. C'est vraiment ambidex même pour que ce soit des pocket passes à rebond qui sont parfois compliqués après un pick and roll ou même des skip passes. Il peut te faire des Mm. skip passes des deux mains. Donc les skip passes, c'est les fameuses passes cross courtes, quoi, même des passes qui vont traverser le terrain dans la largeur. Il peut les faire des deux mains. Donc si t'as vraiment pas de, de problème de force ou de précision sur sa main faible, donc ça c'est ultra valuable parce que du coup, c'est-à-dire qu'en tant que défenseur, tu peux pas dire tiens, je vais le pousser à aller sur sa main faible parce que pour lui, c'est plus dur de faire des passes. Bah non, en fait, pour lui, que tu l'emmènes sur sa main gauche ou sa main droite, c'est pareil, quoi. C'est ça. Et un autre truc qui fait partie de son profil, d'ailleurs pour le coup je trouve que c'est une tendance qui est vraiment très marquée et qui est assez rare, c'est qu'on a un joueur qui, de par sa taille, joue... on pourra peut-être en parler sur Cooper Flag, mais Cooper Flag, il aime bien, tu sais, beaucoup se baisser, quitte à complètement courber son dos et être parallèle au sol. Et Yakusonis, il joue presque toujours la tête levée, je trouve. Et en fait, ses passes, je trouve, il sait faire toutes les passes, mais il y a une grosse tendance à passer par-dessus la défense, à faire des passes pendant que le dribble est en vie, en fait, où je profite du ballon qui remonte pour enclencher mon mouvement avec le bras et faire la passe souvent au-dessus du défenseur. Et du coup, ce qui est intéressant, je trouve, avec ça, c'est que ça lui permet de s'ajuster vraiment à la toute fin, parce que il va pouvoir monter le ballon et selon ce que fait le lawman ou le défenseur, il va pouvoir soit passer à son rollman, soit passer directement au corner opposé par-dessus. Et je trouve ça, c'est quand même une tendance, je trouve, assez rare. J'ai pas en tête des joueurs qui passent autant par-dessus la défense. Souvent, tu vois, Harper, on en parlait, il peut le faire, mais c'est pas son type de passe favorite, quoi. Ouais, bah, c'est sûr que sa taille l'aide à trouver des lignes de passe, des angles de passe que les ball handlers classiques d'un mètre 90, 91 ne trouvent pas forcément. Après, je trouve que ça joue parfois en sa défaveur ce truc où il a tendance, justement, moi je les trouve vraiment impressionnantes, ces passes où il dribble et en fait quand le ballon remonte, il utilise la hauteur du ballon pour trouver sa ligne de passe. Ça, je trouve ça impressionnant parce que du coup, à aucun moment il contrôle la balle vraiment des deux mains. C'est vraiment, il le fait enfin, dans le feeling en fait et dans le sens du jeu et dans le sens du rebond de sa balle. Par contre, ça peut parfois lui porter préjudice ou on en parlera sûrement après, mais il perd pas mal de ballons en faisant justement ce truc de j'essaye de passer par au-dessus et parfois je saute pour vraiment trouver une ligne de passe encore plus intéressante. Et en fait, en l'air, je me rends compte que bah, ma ligne de passe, ma fenêtre de passe, elle est fermée et que je peux plus la faire. Et du coup, il perd pas mal de ballons comme ça où en fait, il saute pour faire la passe, Mm. mais il n'y a plus de place et ça génère un turnover. Ouais, 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 et exactement. Et je pense aussi qu'il y a aussi parfois un passing. Pour le coup, moi, je trouve que c'est un défaut que je suis prêt à faire le compromis dessus, mais qui est un peu ce que tu décris, mais un peu trop risqué aussi, parfois, tout simplement. Ouais, ouais. Bah, il joue beaucoup au feeling. C'est un joueur qui a ce qu'ils appellent les Américains le feeling for the game. Enfin, vraiment euh, ce truc vraiment de je le sens, je vais faire ça. Et je sens que la défense va réagir de telle façon et du coup je vais pouvoir un peu déjouer la défense. Sauf Mm. que parfois la défense réagit pas comme il l'espérait et du coup t'as un passing qui est parfois un peu risqué et qui entraîne de facto un déchet un peu C'est plus ça. élevé qu'un Mais passeur fonctionnel classique, quoi. mais qui peut pour le coup être très, très spectaculaire par moment quand on va dire il a le bon feeling quoi. Il y en a une c'est contre Auckland où il récupère la balle sur un close-out et vraiment il fait exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il profite du rebond du ballon et il va regarder dans le corner. Donc lui il est on va dire dans le slot, donc plutôt en tête de raquette. Il attaque le close-out, il regarde dans le corner et il va faire la passe complètement à l'opposé, donc au dunker spot, mais côté opposé de là où il est. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que quand tu fais pause image par image, ça décrit bien ça parce que au moment où il fait la passe,
il est même pas sûr que les défenseurs aient bougé, quoi. Et les défenseurs n'ont pas bougé à ce moment-là. Et donc, il va beaucoup miser sur ce côté, comme tu dis, flair et jeu de feinte visuel pour faire bouger les défenses et créer des tirs qui, quand ça marche, sont des tirs grand ouverts. En l'occurrence, là, ça finit du coup sur un dunk grand ouvert. Et c'est un peu ce côté high risk, pardon, high risk, high reward. Ouais, Gros risque, grosse récompense. Voilà. C'est ça. C'est un peu le truc que tu as. En fait, c'est un peu le package souvent chez les porteurs de balles vraiment très créatifs comme ça. Tu vois, pour comparer à la NBA, des gars comme Luka Doncic, comme Trae Young, même Cade Cunningham, c'est des joueurs qui sont très créatifs à la passe. Mais si vous regardez les joueurs qui perdent le plus de ballons sur une saison, très souvent, eux, ils sont là-dedans. Alors, c'est pas très grave parce que quand tu regardes le ratio passe par turnover, finalement, en fait, ils génèrent tellement de passes que tu peux te permettre d'avoir un peu de déchets. Mais c'est pas anodin de voir des joueurs comme Trae Young, Harden, Cunningham, enfin des joueurs très forts passeurs, très créatifs dans le passing, être dans les plus gros, enfin dans les joueurs qui perdent le plus de ballons, parce que forcément, plus tu prends de risques pour obtenir la passe parfaite qui va te donner un shoot vraiment ouvert, plus il y a de probabilité que des fois tu crées des turnovers, quoi. Enfin tu Ouais. génères un turnover. Exactement. Et Exactement. surtout le volume. Plus Vas-y, tu ouais. c'est surtout le volume, plus tu tentes de passes, plus la probabilité que tu en perdes est élevée. Ça, c'est logique. Ouais. Et je voulais un peu revenir sur ce côté, sur le ratio assist par usage que tu as dit, qui est du coup supérieur à 1. Et ça, du coup, quand tu disais élite, c'est surtout que. Enfin, je sais pas si le mot c'est vraiment élite, puisqu'on parle plus d'une tendance qu'autre chose. Tu vois. Donc en fait, c'est une grosse tendance à créer. Et je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il y a parfois une tendance à un peu qu'on retrouve aussi parfois avec des joueurs comme Tyrese Haliburton ou même des critiques qu'on pouvait faire à Chris Paul. Il a, je trouve, tendance parfois à trop chercher la passe en amont des actions avant d'avoir le décalage. Et j'ai pas mal d'exemples en tête où en fait il arrive lancé, il prend son pick and roll et il n'y a pas de décalage en fait, mais lui, vu qu'il a l'habitude de faire cette passe, il va faire la passe avant même qu'il y ait un décalage et je trouve que c'est un peu une tendance de son jeu d'être très collectif, parfois trop collectif et comment dire, de se précipiter au playmaking. Ouais, ça c'est une vraie tendance chez lui, comme tu dis. Par contre, là, moi où ça m'inquiète pas, c'est que je pense qu'en NBA, ce sera assez facilement corrigeable parce que il a un truc dont on parlera après, mais qui est le pull-up. Il a l'arme du pull-up et je pense qu'en NBA, s'il est trop collectif au début, qu'il cherche trop la passe, les défenses vont s'adapter, vont dire bah écoute, on sait que tu vas chercher la passe, donc on va te laisser ouvert et on va juste fermer tous tes angles de passe. Et lui, il pourra punir par le pull-up. Enfin, ça, c'est quelque chose dont je crois beaucoup. Et du coup, en fait, ça va être un peu choisis ton poison pour la défense. Hmm. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est D'ailleurs, vrai. c'est ce qui se passe avec Haliburton. Enfin, c'est ce qui se passe C'est avec Haliburton. oui. Bah, ce qui se passe toujours avec Haliburton. Enfin, Oui, sauf oui. si sauf si je suis devenu fou depuis le temps. Mais non, mais c'est vrai que il y a un peu ce côté. Du coup, on peut y passer enfin passer à autre chose. Mais c'est un énorme passeur. C'est un énorme passeur pour moi qui est très créatif, qui est capable aussi d'être très comment dire scolaire je fais la bonne passe sur le pick and roll, etc. Sans déchets et parfois avec beaucoup de risques. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a un truc aussi sur le passing qu'il faut dire, c'est que je trouve que c'est un passeur qui est enfin, agile en fait. C'est peut-être con de dire ça, mais qui est très souple. Il a une belle souplesse des poignets qui lui permet de trouver aussi, de contorsionner son bras en fin de drive, de trouver des angles derrière les défenseurs. Il y a certains drives où c'est pas forcément, tu vois, sur pick and roll. Sur pick and roll, c'est pas un passeur de lob, c'est plus un joueur qui va faire la petite pump fake et prendre le pas supplémentaire pour aller passer derrière le passeur. Mm. Comme dit, ça rejoint un peu ce côté
d'instinct pour le jeu, beaucoup de feintes, de créer des décalages de par ses feintes et vraiment son instinct. Mais du coup, la grosse question pour moi, vraiment le swing skill avec lui, c'est à quel point est-ce que le scoring sera suffisamment impactant, suffisamment dangereux pour libérer un peu ce passing, quoi. Bah, c'est là où moi j'y crois pas mal. Alors sur le scoring global, je trouve qu'il a un scoring assez varié. Dans la création pour lui-même, je trouve que c'est un driver plutôt honnête. C'est pas un, il n'a pas un gros premier pas. Il n'est pas super athlétique. Il n'est pas très explosif, que ce soit horizontalement ou verticalement. Il monte pas forcément très haut. Mhm. Mais je trouve qu'il compense beaucoup, comme tu le disais, enfin on en a parlé, mais sur un peu ce flair qu'il a pour le jeu et sur le handle, je trouve qu'il a un bon handle. Et surtout, il compense pas mal sur des feintes, sur de l'anticipation, sur du QI basket en fait. Et sur tout ce qui est un peu gestion des angles de drive, du rythme, un peu accélération, décélération. Ça là-dessus, je trouve qu'il compense énormément son manque d'explosivité et tout ça lui permet justement de pouvoir accéder au cercle et d'être un bon driver. Sur pick and roll par exemple, c'est pas quelqu'un qui va split le pick and roll comme on disait pour Dylan Harper, Harper. mais c'est quelqu'un qui va souvent snake le pick and roll, qui a le handle et qui peut mettre son défenseur derrière et qui a la patience en fait pour snake le pick and roll, pour mettre son défenseur derrière et ensuite soit faire un pas de plus comme tu disais pour libérer à son pivot, soit pour prendre son shoot lui-même et pour aller au drive, enfin pour aller au cercle. Et d'ailleurs, à la finition au cercle, je trouve qu'il est très bon. Il est à 67% de réussite près du cercle, donc c'est quand même très bon pour C'est un, énorme, ouais. pour C'est un énorme. porteur de balle. Ouais. Il a, comme je disais tout à l'heure, il a le pull-up game. Donc il a ce truc de la maîtrise du step back des deux côtés en plus. Alors de préférence côté gauche, mais il maîtrise le step back des deux côtés. D'ailleurs, t'en parlais au tout début, quand tu le regardes faire son step back, il y a des shades un peu à la Luka. Je veux dire en termes de, je dis pas que c'est Luka, hein, mais quand tu le regardes faire, si tu le regardes de loin, mal réveillé le matin, faire son step back, tu dis, oh, ça me fait penser à quelqu'un que je connais, ça. Mais voilà, donc il y a ce pull-up, il y a cette capacité à driver, qui, moi, me font dire que le scoring peut être très intéressant, capacité à finir près du cercle. Ouais. Euh, Après, dans la partie scoring, là où moi je suis un peu plus réservé et qui peut peut-être lui faire défaut dans un premier temps, c'est le in-between game, le jeu intermédiaire, où je trouve qu'il n'a pas vraiment de flotteur, qu'il n'est pas très efficace sur mid-range. Et c'est là où, par exemple, sur un pick and roll, les défenseurs pourraient faire du deep drop, par exemple, et se dire, bah, écoute, on sait que tu vas nous punir à la passe, on sait que tu vas nous punir près du cercle. Bah, essaye de nous punir à mi-distance parce que là-dessus, pour Il y a l'instant, on n'a pas. pas vu que tu étais capable de le faire, quoi. Ouais, mais oui, pour le coup, là, t'as dit plein de choses. Mais je pense que moi, j'ai quand même une réserve, et en même temps, c'en est pas une. C'est-à-dire, c'est le côté sur la finition au panier. Je suis assez d'accord sur le côté. Déjà, c'est un joueur qui a un toucher de balle qui est vraiment certain, pour le coup. On est sur un joueur qui est à plus de 80, quasiment 85% au lancer franc. Du coup, cette année en NCAA, mais au Barça, il était à 88%. Il était à 88%, même chez les jeunes avec la Lituanie, il avait des bons pourcentages. Et comme tu dis, il y a 67% de réussite au panier. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un joueur qui est pas du tout vertical. Et en fait, comme dit, je trouve qu'on retrouve beaucoup sur la finition au panier tout ce jeu d'appui et de footwork qui est vraiment très bon. Dans le sens où c'est assez marrant, mais c'est un joueur qui est vraiment bon pour changer de rythme. Que ce soit vraiment décélérer très très doucement ou réaccélérer. Et je trouve que ça se voit beaucoup sur son footwork, où son footwork finalement est très très rapide. Et en fait, du coup, ça laisse très peu de temps aux défenseurs de prendre la décision de ce qu'ils font. C'est-à-dire, soit je vais au contest, soit je saute, soit je reste en position. Et le fait qu'il ait ce jeu d'appui qui est vraiment extrêmement rapide, eh bien, ça fait qu'il provoque aussi pas mal de fautes. Alors, la tendance à provoquer des lancers francs, le free throw rate, il est quasiment à 50% cette saison. On se doute que ce sera pas autant en NBA,
mais je trouve que ça traduit quand même une certaine capacité de finition au panier, de se créer des angles pour lui-même où il a le toucher de balle, ou alors de faire sortir le défenseur intérieur de son timing de contest, tout simplement. Le problème que j'ai un peu, c'est comment est-ce qu'il arrive jusqu'au panier. Comment est-ce qu'il arrive pas... Enfin, jusqu'au panier, c'est même en amont de ça, c'est sur du 1 contre 1. Je trouve que tu as un peu ce problème de force qu'il a et de premier pas. Il a beaucoup de mal à parfois créer la séparation et vraiment se séparer du défenseur là-dessus. Et d'ailleurs, il y a pas mal de pertes de balles aussi parce que dans le jeu in-between, en fait, il en a pas vraiment. Il a pas de flotteur, etc. Et aussi, je trouve qu'il descend pas forcément très bas son centre de gravité. Il joue toujours très haut pour pouvoir passer, etc. Ce qu'on a dit. Mais il descend que très peu le ballon, il descend que très peu son centre de gravité. Ce qui fait que je trouve que parfois il perd un peu de ballon là-dessus. Mais du coup, pourquoi ça m'inquiète pas? C'est parce que je trouve que quand il arrive lancé avec soit un pick and roll, soit encore mieux, moi ce que je préfère, c'est quand il sort plutôt de zoom action, c'est-à-dire qu'il y a un premier écran pour le démarquer off ball, et après il a le pick and roll, et que là il a l'avantage, et qu'il peut snake le pick and roll, aller dans ses spots, etc. Là je le trouve vraiment très bon, mais j'ai un peu des questionnements sur sa capacité de création pure sur du 1 contre 1, quoi. Mais je pense que ce sera pas un attaquant de. C'est pas un joueur d'ISO. C'est pas un joueur d'ISO, c'est pas. On en avait parlé un peu entre nous, mais c'est pas un joueur de 1 contre 1. Par contre, c'est plus sur de la création. En fait, pour pouvoir créer, comme tu le dis, il doit soit arriver lancé, soit sur du pick and roll. Si il a un pick and roll, s'il a un écran, à partir du moment où un décalage sera fait via un écran ou via un mouvement off-ball, c'est là où en fait il peut accéder au cercle et il peut driver et entre son passing et sa finition devenir très létal. Par contre, effectivement, je pense pas que ce sera un joueur de 1 contre 1 et vraiment un joueur d'ISO parce que comme on l'a dit, il y a un manque d'explosivité horizontale et verticale et tu l'as dit, il y a un manque de force. D'ailleurs, parfois, ça c'est le petit truc qui me gêne un peu sur la finition près du cercle, c'est qu'il a tendance à un peu exploser au contact. Euh, En NCS, ça lui permet d'obtenir pas mal de lancers francs. Avoir en NBA, ce sera peut-être pas forcément le cas, surtout dans son début de carrière. Donc ça, c'est le petit point à surveiller. Mais oui, effectivement, je pense pas que c'est. Je pense que c'est un très bon scoreur, mais pas un scoreur sur ISO ou un score de 1 contre 1 comme on peut en avoir avec des Luka, avec des James Harden. Enfin voilà, c'est porteur de balle élite, quoi. Ouais, et je pense que c'est important aussi de dire ça, ouais. C'est un peu, comment dire, il y a vraiment ce côté, je pense qu'il il a besoin d'avoir ce footwork parce que athlétiquement, il pourra jamais résister au contact et je pense que c'est là la plus grosse différence avec Doncic, c'est qu'il a pas du tout cette force physique et cette taille qu'a Luka, même s'il y a beaucoup d'autres différences dans le jeu. Euh, et du coup, c'est un joueur qui a vraiment qui va chercher ce côté très décalé par rapport à l'adversaire. Et pour un peu compléter et mettre des stats, celle-là, elle est très simple. Mais cette année, Yakushonis a tenté et a mis qu'un seul dunk. Et c'est vrai que pour un joueur de 2 mètres, enfin 1m98, 2 mètres, on verra à la combine, ça peut être un peu surprenant, mais ça rejoint tout à fait le côté que tu disais, c'est-à-dire manque de verticalité en fait, manque de verticalité et de puissance quoi. Ouais, ouais. Non, non, c'est clair. J'ai pas grand-chose à Ouais. rajouter là-dessus. Et après, j'avoue que moi, sur le flotteur, je pense qu'il a un tel toucher de balle. C'est vrai que pour aussi dire d'autres stats, il est qu'à 34% sur le in-between game, donc sur le jeu à mi-distance, les tirs à mi-distance du coup, sur juste uniquement les tirs à mi-distance. Et c'est aussi pour ça que c'est pas forcément un passeur de alley-oop, en tout cas quand il est proche du panier, parce que tout simplement il a pas ce jeu, il a pas cette menace du flotteur comme peut avoir le meilleur exemple, je pense que c'est Trae Young et qui peut un peu stresser les défenses dans ces zones-là.
Mais je pense qu'il y a un tel toucher de balle que c'est quelque chose sur lequel je suis plutôt confiant sur le fait qu'il le développe. Ouais, oui, oui, non, mais c'est possible. En plus, c'est un joueur qui a, comme tu disais, qui a plutôt le toucher, donc il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas à le développer. Je pense qu'il y a aussi, je sais pas à quel point c'est une demande du coach, ou si c'est lui qui veut vraiment construire son jeu comme ça, mais j'ai l'impression que quelqu'un lui a dit maintenant la NBA c'est les analytiques, c'est du 3 points et du tir au cercle et il s'est dit ok bah du coup Mm, je mm. prends zéro. C'est en fait c'est l'anti Demar DeRozan Iacoussionis. Et il a un régime de tir qui est vraiment analytique où c'est vraiment du 3 points ou de la finition au cercle et très peu de tirs à mi-distance. Donc en fait oui le volume est tellement faible que c'est assez dur de le projeter, mais quand on voit le toucher, la finition qu'il a, on peut imaginer qu'avec du travail, il puisse en trouver, s'acheter un flotteur, sachant que autant ce petit in-between game, comme on dit, ce petit jeu à mi-distance, mais pas les longs mi-distance, hein, vraiment les mi-distance près du cercle, euh, autant le genre de shoot que tu veux pas trop que des role-players, des finisseurs prennent. Autant si tu aspires à être un porteur de balle primaire, secondaire, à être une option un, deux ou trois d'une équipe compétitive, je pense que c'est une arme supplémentaire que tu dois avoir dans ton jeu. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il y aura corrélation, il y a corrélation entre les deux, quoi. Si jamais, pour un profil comme ça, il est amené un jour à devenir ce genre de joueur, il en aura besoin, quoi. Il en Ouais. aura besoin, et pour le coup, pour l'instant, on n'en a vraiment pas. Mais, et un dernier truc que je voulais ajouter aussi sur la finition vraiment au panier, c'est le côté, bah, parfois, comme tu l'as dit, enfin, c'est un peu la conséquence de ce qu'on a dit. Vu qu'il a un manque de force et de verticalité, mais surtout de force, et qu'il joue beaucoup sur des feintes, quand les feintes passent pas, bah, il se retrouve un peu complètement bloqué. Et il y a encore ce côté, il a le dribble arrêté parce qu'il avait fait une feinte, mais elle n'est pas passée. Il peut pas, il a pas la force pour se créer la séparation avec un coup d'épaule comme certains le font, et du coup, il se retrouve un peu bloqué et il va chercher à faire une passe et il va aussi perdre des ballons là-dessus. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des flashs de lui qui, quand il approche du panier, il garde son dribble en vie vraiment pour nacher en fait proche du panier. C'est-à-dire qu'il voit qu'il n'y a pas de possibilité de passe ou de tir et du coup il va un peu contourner la raquette jusqu'à qu'il y ait une poche d'espace un peu plus grande et prendre un tir un peu plus simple. Et ça, c'est vrai que moi, j'en ai vu deux, trois. Ça m'a fait ça m'a fait le bouger encore un peu plus haut enfin, dans mon board où je n'ai pas scouté tout le monde, mais dans mon estime de lui, on va dire. Ouais, mais je pense qu'il y a un truc dont on n'a pas trop parlé sur lui et ça se ressent dans son jeu global, parce qu'en défense aussi, là, je pense qu'on va y venir, c'est vraiment son QI basket en fait. Tu sens que c'est un joueur super intelligent et il fait quand même Oui. très souvent les bons choix. Quand je me suis dit, quand je le regardais jouer et que je me suis dit, ok, mais qu'est-ce que je peux mettre un peu dans sa colonne point faible, entre guillemets, euh, je trouve que dans la partie, alors parfois il force un peu son pull-up, Oui. Et il peut d'ailleurs, forcer un il peu. refuse ce que je trouve. Je pense que c'est lui aussi qui sait qu'il n'a pas c'est pas un driver implacable et du coup, il va souvent forcer sur le pull-up pour vraiment faire sortir les défenses comme ça, quoi. Ouais, ouais, mais au-delà de ça, je trouve que c'est un joueur qui fait rarement des mauvais choix en attaque. Comme tu Mhm. disais, quand il drive et qu'il nage, enfin, il attend toujours, il se permet, il s'achète du temps en fait. Il s'achète toujours du temps pour trouver une meilleure solution et pour éviter de se retrouver dans une impasse entre guillemets. Ouais, parce que le problème, c'est que lui, quand il va être dans l'impasse, il aura pas d'échappatoire, là où certains autres profils ultra élites pourraient avoir un échappatoire. Ouais, Lui, en fait, le problème, c'est qu'il a il a quand même des gros défauts physiques et faut absolument pas qu'il se retrouve dans la fin de l'entonnoir, quoi. c'est ça. Et du coup, un autre swing skill sur lequel on peut un peu parler, et je pense que si tu crois en Yakutionis, tu crois fortement en ça, et c'est assez simple, mais c'est le pull-up.
Et alors pourquoi je dis ça? C'est parce que sur la saison, on a entre guillemets que 32% à 3 points, sachant qu'il est assisté sur 37%, donc ça veut dire que 63%, allez, 2 tiers sont créés par lui-même. C'est-à-dire qu'il se les crée vraiment lui-même. Donc quand on combine quand même aux indicateurs des lancers francs, on trouve que, enfin, on peut être quand même plutôt très optimiste, beaucoup de création. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'un peu comme Trey Johnson, il y a ce côté, une mécanique qui est déjà très pure, régulière et rapide. Et tu vois, par exemple, j'y pensais un peu l'autre jour, mais je me disais, tiens, qu'est-ce qui fait que certains joueurs ne s'adaptent pas à la ligne à 3 points, par exemple? Enfin, on met du temps, en tout cas, leur mécanique met du temps à s'adapter à la ligne à 3 points NBA, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, un peu plus loin que la ligne à 3 points en NCAA. Et du coup, je prenais l'exemple je réfléchissais, et c'est vrai que c'était un peu un truc sur lequel je l'avais vu, mais ça me faisait pas trop peur. Mais un joueur comme Rich Shepard, par exemple, sur sa mécanique, tu sais, il a un gros mouvement de l'épaule. C'est-à-dire qu'il va beaucoup tirer avec l'épaule pour se donner un peu de force, comme quand vous essayez de tirer du milieu de terrain, bah, vous allez tirer beaucoup plus en déséquilibre et avec un gros mouvement d'épaule pour donner un peu d'impulsion au mouvement. Et je pense que Rich Shepard, bon, il y a beaucoup de choses sur pourquoi il n'a pas joué, mais une des grosses raisons, c'est aussi que le 3 points sur le peu de volume qu'il avait n'est pas rentré. Et je pense qu'il y avait ce côté, bah, peut-être que sa mécanique n'était pas encore adaptée à la ligne à 3 points NBA. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que je trouve qu'avec Yakushonis, il y a vraiment ce côté où la mécanique, elle est presque parfaite, quoi. Ouais, ouais, bah, puis t'as la taille aussi. Tu vois, tu parlais de Rich Shepard. Il y a beaucoup de joueurs petits dont on a du mal à projeter le tir en NBA parce que, comme tu disais, il y a la taille et du coup, plus t'es petit, plus il faut donner, en principe, moins t'as de force et plus il faut donner de la force à ton ballon. Donc, faut que, comme tu disais, tu vas faire un geste de épaule, tu vas pousser beaucoup plus du bas du corps. Euh, Là, t'as Jacques Solis fait quasiment 2 mètres et même si on disait qu'il y avait un manque de force, pour le coup dans son shoot, on sent que c'est fluide, que c'est délié et qu'il n'y a pas de problème de force ou il n'a pas besoin de compenser en décalant ses appuis ou des choses comme ça. Donc non, moi là, pour le coup son shoot et sa mécanique est plutôt propre et son shoot j'y crois pas mal. Comme tu as dit, 32% à 3 points peuvent faire peur, mais il y a beaucoup de pull-up là-dedans. Donc 32% à 3 points pour un jeune de 18 ans qui prend 2 tiers de pull-up, franchement c'est bon, c'est même très bon. Et comme tu disais, il y a les indicateurs au lancer franc qui sont bons. Ça a toujours été un très bon shooter de lancer franc, même quand il était en jeune au Barça ou avec la Lituanie. Et même si on regarde typiquement en jeune avec la Lituanie, tu as 34% à 3 points. Euh, Si on cumule son Euro U16 et ses 2 Euro U18, donc 34% à 3 points pour un joueur qui du coup à l'époque avait 16-17 ans, c'est vraiment très bon. Donc non, pour le coup, le shoot à 3 points, moi j'y crois pas mal. Je pense pas que ce sera un shooter élite, mais je pense que ce sera un suffisamment bon, voire très bon shooter pour être dangereux et pour un porteur de balle de quasiment 2 mètres, quoi. Ouais, ouais. Et surtout que ça m'amène à une autre question, mais il a pendant très longtemps été, même sur le début de saison, il était à 37-38%. Donc là, on était en mode c'est la folie. Et moi, j'étais en mode c'est la folie. Mais il a eu une grosse baisse en fin de saison. Il a eu une grosse baisse aussi générale en fin de saison. C'est-à-dire qu'il a été très efficace au début, beaucoup moins sur la fin. Est-ce que, du coup, quel échantillon croire? Est-ce qu'on croit le début? Est-ce qu'on croit la fin? C'est vrai que, est-ce qu'il y a quelque chose aussi, le côté fatigue, peut-être avec lui? C'est un joueur qui, à son jeune âge, a quand même déjà beaucoup joué. Et peut-être que la saison a été un peu trop longue. Et je trouve que ça se voit aussi, peut-être, sur ses derniers matchs, physiquement. Tu vois, je trouve que il avait un peu moins d'impact aussi, même sur ses drives, quoi. Ouais, ouais, ouais. Puis en plus, c'est un joueur qui a quand même été beaucoup sollicité. Alors, il a un usage qui est pas très élevé, mais il a quand même enchaîné des grosses minutes, notamment pendant la March Madness, là, récemment. Et donc oui, c'est possible qu'il y ait eu de la fatigue. C'est possible aussi
qu'il ait eu des adversités, parce qu'on va pas, enfin, on va pas se mentir, mais Illinois joue dans une fac Oui. où cette année l'adversité est pas exceptionnelle non plus. Euh, donc oui, la fin de saison où il a dû jouer contre, il a joué contre Duke, il a joué du coup contre Xavier et Kentucky en March Madness. Enfin, c'est des équipes qui sont très solides défensivement. Je pense que oui, ça a dû bien l'éreinter. Ouais, Duke, Duke le match, c'est une boucherie, le match contre Duke. Je sais plus combien il y a, mais ils se sont fait. Oh, je crois qu'ils mettent plus de 100 points, Duke. Ouais, ouais, C'est assez mais rare de mettre plus de 100 points en NCAA. c'est ça, et je crois qu'il y a 40 points d'écart ou un truc comme ça, quoi. Enfin, Ouais, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant, et quelques chiffres quand même pour finir avec lui. C'est vrai qu'il y a un peu ce côté amoureux du pull-up à 3 points. Ça, on va pas se mentir. Quitte à refuser des lignes de drive parfois, et ça peut être un peu frustrant. Et une stat qui va un peu dans ce sens, c'est la tendance à prendre des lancers francs. Juste du coup, le pourcentage de tirs qui sont prêts à 3 points. Et ben là aussi, on est à 50%. Donc il y a un tir sur deux de Yakutionis qui est un tir à 3 points. Et malgré tout, malgré de côté pull-up à 3 points qui est pas encore très efficace, on peut projeter pas de jeu à mi-distance, et le côté finition au cercle, on peut avoir un peu peur. On a un joueur qui est à 59 de true shooting pourcentage. Alors moi, en général, j'y touche pas trop à cette stat. En tout cas, j'y accorde très peu d'importance. Mais je trouve que c'est juste là, si on regarde un peu le rendu global, c'est que tu as ce joueur qui a une sélection de tir qui est en fait très analytics, comme tu as dit déjà, quoi. Ouais, ouais, oui. Bah, très analytique et puis très efficace. Donc, Ouais, quand tu donc prends quand tu prends que des shoots à 3 points et des tirs près du cercle, que tu finis à 67% près du cercle, que tu prends beaucoup de lancers francs et avec un très bon taux de réussite, euh, oui, forcément, tu as une très bonne efficacité globale, quoi. exactement, exactement. Et pour faire la transition, à partir de quoi on peut partir une transition? On peut partir d'un contre, d'une interception, ou alors d'un tir manqué et donc d'un rebond. Et je voulais peut-être commencer avec ça, parce que je trouve que c'est quelque chose qui se voit énormément avec lui, et t'en as un peu parlé, vraiment le côté QI basket, c'est les rebonds et son sens du rebond, qui est, je trouve, vraiment excellent dans sa lecture des trajectoires, et même au rebond offensif. Il y a plusieurs rebonds offensifs où vous regardez, vous faites arrêt sur image, et en fait, tout le monde est en train d'attendre que le ballon rebondisse sur l'arceau. Et lui, il lit déjà bien la trajectoire, et en fait, il a souvent un temps d'avance. Et c'est vrai que c'est un joueur grand. Donc voilà, il prend presque 6 rebonds par match en tout cette année. Donc on peut dire que c'est vraiment pas mal pour de la NCAA. Mais je trouve que parfois c'est un peu dans le vent. Pour le coup, je trouve ça intéressant de dire que ça traduit aussi un côté vraiment instinct et bonne lecture du jeu, en fait. Vraiment le côté lecture du jeu. Je vois la trajectoire, j'anticipe avant un peu tout le monde. Et du coup, euh, ça nous amène un peu à la défense où on retrouve aussi un peu ce côté QI, quoi. T'avais l'air de dire. Ouais, et juste pour finir sur le rebond, en fait, faut comprendre la valeur que ça a d'avoir un porteur de balle très porté sur le rebond. C'est que du coup tu peux vite pousser en transition. C'est ce qu'a fait la force pendant très longtemps d'un Russell Westbrook en fait. S'il prenait beaucoup de rebonds, c'était pas juste pour stat pad et pour être le joueur qui prenait le plus de triple-double sur une saison. C'était aussi parce qu'en fait un joueur comme ça avec son explosivité, dès qu'il prenait un rebond, ça partait vite en transition. Et des tirs en transition, souvent c'est des tirs où tu peux générer de l'attaque et des tirs à haut taux d'efficacité, on va dire, haut taux de réussite. Donc voilà, ça a beaucoup de valeur d'avoir un porteur de balle qui prend Mhm. beaucoup de rebonds défensifs notamment. Et pour le coup, faut aussi dire que lui, il aime courir et il aime accélérer un peu en transition. Là où certains, tu vois, même un James Harden qui peut aussi être un porteur de balle qui prend beaucoup de rebonds, n'accélère pas toujours en transition, quoi, par exemple. Oui, oui, oui. Bah, on va dire que un porteur de balle qui prend beaucoup de rebonds, ça peut être valuable à condition, oui, effectivement, que tu pousses la transition derrière.
C'est un truc qu'on a beaucoup reproché à un certain Jason Tatum, par exemple, qui est un joueur qui prend beaucoup de rebonds, mais en fait, c'est jamais lui qui remonte la balle. Donc, il prend des rebonds, mais il la passe après. Donc, Ouais. tu, Tu perds, serais tu pas perds fan, un tu serais pas fan des Celtics par hasard. Non, mais du coup, tu perds un peu tout l'intérêt. Mais bon. Ouais. Mais du coup, ouais, pour le coup, je vais te laisser un peu plus carte blanche sur la défense parce que j'avoue ne pas l'avoir regardé ultra dans les détails. Donc, qu'est-ce que tu penses de la défense de Yakusonis? Alors, je trouve plutôt bon sur la défense on-ball. Donc, la défense sur l'homme, c'est pas élite, mais je trouve qu'il bouge plutôt bien. De prime abord, on a tendance à se dire que ah, bah voilà, c'est un joueur pas très costaud, pas très athlétique, donc il doit pas être très bon défenseur. Et en fait, je trouve qu'il a plutôt une bonne mobilité. Il navigue plutôt bien les écrans. Alors, tout ça, c'est des qualités, enfin c'est des caractéristiques où il est bon, il n'est pas élite, il n'est pas excellent, mais voilà, il est bon, il est correct plus, on va dire, correct plus plus même. Donc voilà, et ça c'est pour moi ça a pas mal de valeur parce que du coup tu as un porteur de balle qui va pouvoir générer pas mal d'attaques offensivement et qui en plus défensivement va pas être négatif. Contrairement à beaucoup de porteurs de balles où c'est un peu leur péché mignon, souvent ils se focusent pas mal sur l'attaque Hmm. et sont pas forcément toujours positifs défensivement. On a cité des noms comme ça depuis le début du podcast, mais des Luka Doncic, des Trae Young, c'est des joueurs qui peuvent faire les efforts défensivement, mais qui ont pas mal été ciblés sur leur défense justement. Et Yakusoni, je pense que c'est un joueur qui sera positif défensivement, ou à minima, si on voit les choses négativement, qui sera à minima pas négatif justement. Le petit truc qui me gêne un peu, c'est sa défense off-ball. Et alors là, je sais pas trop où me placer. C'est un peu comme ce qu'on disait dans le podcast pour Diane Harper. En fait, il fait pas toujours les aides. Quand il est en low man et qu'il est censé venir euh, en protection de cercle secondaire ou des choses comme ça, il Mhm. fait pas les aides. En fait, il reste dans son corner, il reste sur son vis-à-vis. Je sais pas à quel point c'est une demande du coach parce que en fait, il a d'autres joueurs dans son équipe qui, quand ils sont dans sa situation, ne font pas les aides non plus. Donc, est-ce que à Illinois, il y a que des joueurs qui savent pas défendre off-ball, ou est-ce que c'est une demande du coach qui dit bah non, pas d'aide, je préfère que vous protégiez les 3 points dans les corners. Je sais pas trop. Donc la défense off-ball pour moi c'est un point d'interrogation, mais c'est un point d'interrogation qui va avoir son importance parce qu'on sait la valeur et l'importance qu'a Ouais. la défense Mm. loin du ballon en NBA. Ouais. C'est vrai, que peut-être la nuance, c'est que Harper, il était, même en revoyant un peu sur le truc pour faire le profil de Bailey, je trouve qu'il est mauvais même défensivement, Harper, en vrai, j'ai pas peur de le dire. Mais il y a ce côté de, bah en fait, c'est surtout Rutgers qui était mauvais. Yakusonis, c'est un peu plus, c'est peut-être une consigne du coach, quoi. On sait pas trop. Là où Harper, on sait que c'est surtout qu'il avait la flemme, mais du coup, la conséquence, c'était qu'on savait pas trop si, s'il peut le faire ou pas. Là, Yakuchonis, on voit qu'il ne les fait pas. La question, c'est plus est-ce que c'est une demande du coach ou pas, quoi. C'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Parce que en plus, alors je pense pas que ce serait un excellent protecteur de cercle secondaire parce qu'on l'a dit, manque de force, manque d'explosivité, manque de verticalité. Mais bah, tu gênes quand même, même si t'es pas un très bon protecteur de cercle, le serait-ce que le fait d'avoir un corps en Ouais. opposition pour l'attaquant, ça protégera toujours plus le cercle que d'avoir personne. Et vu le QI basket du gars, j'ai quand même du mal à imaginer que le gars ne sait pas quand est-ce qu'il faut faire une aide et à quel moment la faire, quoi. Donc, Ouais, ouais. je serais assez surpris. Après, tu vois, il y en a par exemple, Burton, c'est un QI basket génial. Et défensivement, pour le coup, il se fait pas forcément méga ciblé comme d'autres parce qu'il est grand. Mais c'est vrai que il y a ce côté, bah, les rotations, elles sont pas toujours géniales off-ball, quoi. Ouais, ouais. Bah, Alors que le QI basket est gigantesque. faut voir pour Yakutsionis parce que effectivement, comme je disais, je pense que il se fera pas cibler sur de l'ISO ou sur des 1 contre 1. Alors ok, peut-être quand il sera rookie, parce que les stars vont vouloir un peu apprendre la vie à Yakutsionis, voilà, montrer aux rookies qui c'est le patron en gros. Mais je pense qu'ils vont vite voir que bah finalement c'est pas tant une cible défensive que ça. Par contre, oui, Même sur du côté,
Peut-être pas par des petits, mais par des joueurs un peu plus grands sur du post-up, ça va aussi? Alors oui, si sur du post-up, il peut se faire enfoncer. D'ailleurs, c'est un truc que j'avais noté quand je disais qu'il manquait de force et qu'il se fait assez facilement enfoncer sur du post-up. Euh, mais en vrai, en fait, là où j'ai envie de voir le truc pas trop négatif pour lui, c'est que je me dis, il y a un paquet de porteurs de balles qui se font enfoncer par des Ouais. intérieurs ou enfin en NBA. Je veux dire, on sent même parler de joueurs comme Jokic ou Embiid, hein, mais il y a un paquet de porteurs de balles qui vont se faire enfoncer. Tu parlais d'Haliburton, tu mets Trae Young, enfin n'importe qui va se faire. Il y a que Luka Doncic qui a le corps d'un ailier dans la peau d'un porteur de balle, quoi, qui peut tenir le choc. Mais oui, Et effectivement, Jokic. et Jokic. Mais du coup, c'est un intérieur. Mais un porteur de balle comme ça, un guard porteur de balle, je pense que oui, il y en a un paquet qui se fera enfoncer. Ouais, c'est pas Effectivement, faux. s'il doit défendre un pivot poste bas, il va se faire manger. Effectivement, s'il doit défendre en 1 contre 1 Kyrie Irving, je pense qu'il va un peu souffrir. Mais de manière générale, je pense qu'il va pouvoir défendre un paquet de profils et surtout d'arrière sans être ridicule. Ok, ok. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire sur sa défense au global ou pas? Sur sa défense, non. Après, je sais pas si tu veux du coup finir le pod là-dessus. J'ai un petit point sur son attaque dont on n'a pas trop parlé. Vas-y. C'est en fait en termes de projection du rôle en NBA. Bah, c'était Euh, ça, Ah, ok. Bah, je vas-y, voulais vas-y. aller sur le côté. Finalement, si on résume, on a du coup un joueur qui est un excellent passeur, vraiment de très bon standing, mais qui peut avoir des tendances à avoir un passing justement assez risqué, qui a le pull-up à 3 points normalement, qui a beaucoup de toucher de balle et de la finition au cercle, même si le volume sera peut-être pas gigantesque parce que justement il est amoureux de son 3 points. Et du coup, et en défense, on va dire c'est un neutre, un joueur neutre qui sera pas forcément ciblé. Et la question, c'est comment est-ce qu'on projette ça en NBA? La question simple, c'est déjà quel rôle, on va dire offensivement plutôt, tu lui projettes. Je pense que ça peut être un porteur de balle secondaire. Euh, Comme on l'a dit, je pense pas que ce sera un porteur de balle primaire parce que, à mon avis, il n'a pas pour l'instant le in-between game, voilà, le fameux flotteur, le fameux mid-range que doit avoir un porteur de balle primaire. Puis tu as aussi la partie, tu disais, accéder au cercle en fait, où il a peut-être pas l'explosivité et il peut pas à chaque drive. euh, Vraiment accéder au cercle tout le temps facilement en 1 contre 1. Il a souvent besoin soit d'être lancé, soit d'avoir un écran. Donc je le vois bien en tant que porteur de balle secondaire, ouais, à côté d'un fort porteur de balle primaire. Ouais. Ok, et pour le coup, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a un monde qui existe, et c'est pour ça que je l'ai assez haut, parce que si tu fais un peu la recherche, la draft, c'est un peu la recherche de la pépite, quoi. La pépite. Et du coup, le joueur qui aurait le plus de valeur, dans la théorie, ce serait un porteur de balle. Bon, dans la théorie, c'est genre un porteur de balle, créateur d'attaque et en même temps ton protecteur de panier. Mais Wemby, ça arrive une fois par quoi? Par décennie, par quoi? Par millénaire, je ne sais pas. Bref, tout ça pour dire que je pense qu'il y a un petit monde où ça peut devenir un porteur de balle primaire parce que vraiment j'adore le passing. Et tu peux te dire qu'avec le shoot, tu peux avoir un côté où il a suffisamment de gravité. Mais je parie pas là-dessus. Je parie pas là-dessus. Et si jamais ça arrive, je pense que ça peut être aisément du coup un top 5 de draft, même dans d'autres drafts, etc. Parce que cette QV est un peu chelou. Mais je parie pas là-dessus. Et ce que j'aime bien avec lui, c'est aussi le côté, il peut jouer off-ball, il peut jouer en catch and shoot, il peut jouer lancé dans des sets un peu plus complexes, etc. que du simple pick and roll. Et du coup, bah, tu peux avoir assez facilement ce que tu as décrit, un second porteur de balle qui est vraiment de bon niveau et avec aussi la portabilité off-ball, quoi. Ouais, puis en plus, je pense que, alors tu vois, le scénario que tu décrivais d'un joueur qui peut être un porteur de balle primaire, je peux l'entrevoir, mais pour moi, c'est le scénario un peu utopie, si tout se passe pour le mieux. Et même dans ce scénario-là, je pense que le fait que ce soit pas vraiment un terrasseur de défense par son drive et par ses qualités athlétiques, je pense que
ça lui demanderait d'avoir un excellent poseur d'écran. Enfin, ça lui demanderait d'avoir vraiment une équipe idéale en fait, construite autour de lui pour lui. Euh, Là où par exemple, si tu reprends des porteurs de balles primaires en NBA, bon, Luka Doncic par exemple, ou même Trae Young, je pense que peu importe l'équipe que tu mets autour d'eux, eux ils Ouais, arriveront à ouais. performer et ils arriveront à faire marcher plus ou moins l'équipe, tu vois. Donc, euh, donc c'est pour ça que je le projette plus. À mon avis, le scénario probable, c'est plus porteur de balles secondaires. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'en plus, je pense qu'on prend pas trop de risques parce que même si ça marche pas en porteur de balles secondaire, je pense que tu peux avoir un connecteur, un role player un peu connecteur polyvalent, élite de chez élite, quoi. Ouais, ouais, Donc, ouais. Bah, en plus, on l'a vu parfois aussi être simplement le joueur qui fait la connexion, quoi. Et je pense que, ouais, tout à fait. T'as ce côté. Bon, faut que le shoot il vienne quand même. Si jamais ça reste un shooter à 31%, c'est peut-être là le gros souci. Euh, mais oui, je pense que tu auras à minima ce que tu décris. Et en plus, moi, ce que j'aime bien, du coup, c'est ce côté où il peut jouer off-ball. Et aussi le côté que dans la NBA actuelle, je trouve, et c'est aussi pour ça que c'est toujours important de prendre un peu de recul par rapport à ce qui se passe, mais la tendance, c'est finalement d'avoir de plus en plus de ball handlers. Et alors oui, il y a souvent quand même un ball handler principal, mais tu vois, par exemple, Boston, il y a quasiment la force de Boston aussi, c'est qu'il y a énormément de ball handlers. Même OKC, en soi, Jalen Williams, Aaron Wiggins. Alors, bon, il y a beaucoup de blessés, donc on voit beaucoup de chez Gilgeous-Alexander. Mais tu vois, tu as vraiment cette tendance, je trouve, à finalement positionless, pour le coup, vraiment en attaque, je trouve, de tout le monde peut faire un peu tout. Et je pense que Yakutionis, il pourra faire un peu tout en attaque, au moins en NBA. Il pourra, je pense, être un poseur d'écran. Il pourra jouer off-ball. À voir s'il arrive à développer un shoot en mouvement, même si, pour le coup, il y a pas grand-chose, pour pas dire rien. Mais voilà, je pense qu'il y aura de toute façon ce côté attaque de close-out, connecteur, porteur de balle par séquence qui sera, quoi qu'il arrive, valuable, quoi. ouais, ouais, parce que je pense que oui, effectivement, comme tu le dis, tu vois, plus j'y réfléchis, plus je me dis, le profil le joueur qui offensivement n'est qu'un finisseur, en vrai, il y en a plus tant que ça en NBA, comme tu disais, et tu vois, je pense en vrai, je pense à part ton intérieur, t'as plus vraiment beaucoup de joueurs qui sont juste des finisseurs, à moins que ce soit vraiment des finisseurs élites, notamment à 3 points. Je pense à des joueurs qui font du shoot en mouvement, tu vois, des Duncan Robinson, des Sam Hauser, et encore, tu vois, même Duncan Robinson, il s'est mis à faire du connecting, à passer depuis 2-3 saisons. Hmm. Sam Hauser a pas mal progressé là-dessus aussi cette année. Donc, tu vois, même ces joueurs-là qui, de base, sont des finisseurs exclusifs, on va dire, ont été un peu, par la force des choses, s'ils voulaient un peu garder un rôle euh, très intéressant dans leur équipe, ont été obligés de développer un peu du connecting. Donc je pense qu'à terme, il n'y aura plus besoin de finisseurs exclusifs. Ouais, ouais. Et Yakutionis, lui, bah, t'apporte ce truc cette polyvalence en fait, où tu vas pouvoir l'utiliser dans plein de rôles différents, offensivement, enfin, du moins avec plus de responsabilités, moins de responsabilités en fonction de ton équipe, de tes besoins. Et ça peut être très très intéressant. Ouais. Ouais, ouais, et je trouve aussi, bon, on va pas refaire l'histoire, mais oui, vu que t'as dit, il y a de moins en moins de finisseurs exclusifs parce que, bah, tout simplement, juste le côté savoir exploiter les décalages est de plus en plus valuable parce qu'on fait de plus en plus de trappes, de blitz sur les porteurs de balles, quoi, sur les porteurs de balles primaires. Donc, Je trouve qu'il donc y a, pour rester dans les Celtics et la comparaison douteuse, sans dire que c'est le même joueur, je trouve qu'il peut avoir un truc un peu à la Derrick White, où Derrick White, en fait, entre sa partie aux Spurs et au moment où il arrive aux Celtics et cette saison, il y a eu ce truc un peu de j'enfile plusieurs costumes différents. Et en fait, je réponds toujours présent, peu importe le costume et le niveau de responsabilité qu'on me demande. Et je pense que Jacques Sonis, il peut y avoir ça. Il peut y avoir ce ouais, truc en attaque, oui, on oui, en précise. attaque, en attaque, en attaque. Offensivement, défensivement, si Yakusonis devient Derrick White, je pense que c'est pas numéro 5 de ton board que tu l'auras. Mais, Non, je suis d'accord. mais oui, je pense qu'il peut avoir ce truc ok, là on me demande d'être
un role player, un très bon role player, bah, je suis un très bon role player. Là, on me demande d'être le porteur de balle secondaire d'une équipe qui vise le titre, bah, je suis le porteur de balle secondaire. Tu vois. Enfin, je pense qu'il peut y Ouais. avoir ça. Tu Et du coup, pour finir, trois petites choses. Trois petites choses. La première, c'est que j'aimerais bien construire un peu un board au fur et à mesure qu'on fait les profils. Je trouvais ça marrant, donc peut-être que voilà, pour que les auditeurs aussi puissent participer. Donc pour l'instant, en cas de dilemme, les auditeurs choisiront, ou alors si on fait n'importe quoi. Je pense que sur ceux qu'on a fait, du coup, j'aurais Harper, Trey Johnson et Bailey. Et du coup, c'est toi qui va trancher pour l'instant. Est-ce qu'on le met devant ou derrière Trey Johnson? vois. Moi, je l'ai devant. Ok. Ok, ça me va. Je l'ai Ça me devant va. parce que je pense que Trey Johnson est plus dans la création pour lui-même. T'as pas vraiment de création pour les autres très développée. Ok. Et pas devant Harper alors. Non, non, non. Je dirais Harper, Yakuzionis, Trey Johnson, Bailey. Ok, ok, parfait, ça me va. Autre question, où est-ce qu'on aimerait le voir? Moi, j'ai une réponse qui est évidente. Ouah. Donc je vais la dire. Pendant ce temps, tu pourras Ouais, réfléchir. je regarde les équipes en même Mais temps. j'adorerais, en fait, assez simplement, avec tout ce qu'on a décrit, le voir au Pélican. Ah Je oui, mais pense que j'ai vu ça ton peut tweet. arriver. Ouais, je l'ai mis en réponse, je l'ai un peu caché, je me suis dit peut-être que personne ne le verra. Mais au Pélican, je trouverais ça génial dans le côté, bah, il y a déjà Zion qui est un porteur de balle primaire. Il y aurait ce côté où bah, il pourrait vivre vraiment off-ball et on-ball. Et ça peut être aussi le porteur de balle pour Zion, avec Zion en poseur d'écran, avec Yves Missy qui est un super poseur d'écran. Ça joue quand même plutôt pas mal. Donc il pourrait avoir pas mal de sets aussi où il commence à se lancer. Ce qu'on a vu aussi un peu pour Trey Murphy. Et je trouve que ça répond parfaitement à ce qu'il faudrait à cette équipe et à ce qu'il lui faudrait pour lui aussi. Je trouverais ça trop cool pour lui d'avoir déjà un joueur qui a une gravité comme Zion à côté de lui, quoi. Ouais, bah tu vois, je regardais les équipes et c'est vrai que il y en a pas mal qui me tentent pas trop. Hein. J'ai pas trop envie de le voir à Philly. J'ai pas trop envie de le voir à Toronto spécialement. Brooklyn, je me dis en vrai ça peut être sympa parce qu'ils n'ont pas vraiment ce potentiel porteur de balle. Alors je sais bien qu'ils essayent de nous faire croire que Cam Thomas c'est le nouveau Ja Morant là, mais non non, je trouve que Brooklyn ça peut être intéressant parce que si vraiment tu crois en Cam Thomas, bon chacun ses problèmes, mais au moins Jack Hussonis pourrait être le porteur de balle secondaire à côté de Cam Thomas. Et surtout, si tu reviens un peu à la raison, tu peux te dire je peux filer les clés du camion à Diakousonis le temps qu'il se développe et de trouver soit un autre Ouais. porteur de balle primaire Et, ou de construire autrement l'équipe. Et et tac tac. Washington? J'y ai pensé, je me suis dit Washington ça peut être pas mal aussi. En plus, tu as une armée de connecteurs à mettre autour là avec Koulibaly, euh, non, j'ai perdu Kishon George et tout ça, donc et Bob Covington. Bob Carrington, ouais. Ça peut Et, être cool, hein. et même avec Alex Sarr à côté et tout, ouais, franchement, Washington, ça peut être cool. Le seul truc pour lequel j'ai pas dit Washington direct, c'est que je pense que Washington, enfin, normalement, devrait avoir un pick top 2. Et du coup, s'ils ont un pick top Ah, 2 on sait pour le pas, hein. coup. On sait pas, Mais hein. oui, La oui, oui, avec loterie, la normalement, loterie, on sait t'as, jamais. t'as, t'as plus de chances d'être en dehors du top 4 que d'être dans le top 4, même quand t'es une des 4 moins bonnes équipes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et pour Mais du, finir. Ouais, mais- pardon, vas-y. non, mais du coup, je pense que tu m'as vendu les Pelicans, et c'est vrai que, voilà, tout ça pour dire que je pense que les Pelicans, ouais, ça pourrait être vraiment cool, ouais, effectivement. Ouais, franchement, ce serait vraiment génial. Ce serait vraiment génial. Mais pour finir, les over-under. Les over-under, le premier, plus ou moins over ou under, 10 ans en NBA pour Yakushunis. Plus. Ouais, ouais, Ok, ouais. ok. Over-under, j'ai mis. Bon, on va peut-être pas commencer par là. Mais over-under, 25% d'usage sur sa plus grosse saison. Hein. Il est à 24,2 cette année. En vrai, over. Parce que tu vois, s'il arrive dans une équipe, genre bah, typiquement Brooklyn ou Washington, il y a moyen qu'il fasse une saison à 26-27% d'usage.
Ok. Et à terme, c'est-à-dire dans son prime. Dans son prime, si c'est un porteur de balle secondaire, du coup, ce serait plus. Je pense qu'il serait peut-être à 24-25, ouais. Ouais, ça peut se jouer, quoi. Ça peut se jouer. Ouais, en vrai, je pense que c'est possible. Ok. Over ou under, une saison à plus de 8 passes décisives par match. Pouah. Ouah, celle-là, elle est dure. Parce qu'en vrai, tu regardes. Je regardais tout à l'heure, un Trae Young, il est souvent au-dessus des 9, mais déjà, c'est déjà des stats Ouais. de malade, hein. Je voulais dire 7,5 au début, mais je me suis peut-être un peu emballé avec 8. Ouais, je dirais under. Under. Ouais, Ok. je pense qu'il va plus tourner entre 6 et 7. Ouais. Ok. Ce qui est déjà énorme, hein. Over, under, une saison à 40% à 3 points. Euh, Under. Under. Il le fait pas? Ouais, je pense pas. Ah, je pense, moi, ça se joue, moi. Je pense que c'est plus un shooter à, tu sais, 36-37%, mais beaucoup de volume en fait. Parce qu'il va Ouais. prendre quand même pas mal de pull-up et tout. Ouais, ouais. Ok. Ok. Et le dernier, over, enfin, le dernier ou l'avant-dernier, selon ta réponse. Over ou under, 2,5. Non, allez, 1,5 All-Star Game. Hmm. Ah putain. Under, allez. Ah ouais? Ah, Donc, je sais pas en fait. Ah, celui-là, il est dur. Celui-là, il est dur, hein. celui-là, il est dur. Et bah, du coup, il y avait à voir les All-NBA, 0,5 All-NBA. Ouais, au NBA, je pense pas. Mais All-Star, ouais, on en avait parlé entre nous. Je vois bien le gars qui va pouvoir être All-Star, mais tu sais, un peu. Ah tiens, il y a deux Avec trois les blessures, quoi. ouais, il y a deux trois blessés dans la conférence et je chope un ou deux All-Star dans ma carrière comme ça, tu sais, qui est vraiment border All-Star et Ouais, qui l'est pas ouais, ouais. chaque année, quoi. Ok, ok, ok. Bon, bah voilà. Ça me va très bien. Je note tout ça. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur notre ami Kasparas? Non, non, je pense qu'on a été très complet. On a lu toutes tes notes, c'est bon? On a Ouais, lu on a toutes fait le tes tour de notes. toutes mes notes, ouais. Ok, génial, génial. Et ben, on se retrouvera peut-être pour un troisième épisode, Titouan. Jamais 203, comme on dit. Jamais Ouais, 203. avec plaisir. Peut-être sur notre ami. Qui est-ce qu'on doit faire encore? Edgecombe. Edgecombe, sans doute. Sans doute Edgecombe. Ouais. Peut-être quelqu'un d'autre. Peut-être. Je ne sais pas. Knuckle. Je ne sais pas. Je préfère ne rien dire. Mais t'as quelqu'un sur lequel t'es plus chaud que la moyenne dans cette draft? À Knuckle, je sais pas si je suis plus chaud, mais j'aime beaucoup. Parce qu'il a la tête du pick safe qui va vraiment cartonner. Enfin, cartonner, pas être All-Star, mais qui va faire une longue carrière d'excellent role-player. Et Donc, surtout notre ami d'Alabama. et oui, la Baron Philon, évidemment. D'ailleurs, je suis chargé d'écrire son scouting report sur envergure que je vais faire de ce pas, dès qu'on aura fini d'enregistrer. Eh bien, dans ce cas, je vais te libérer pour te laisser écrire ce scouting du joueur avec un des joueurs avec le plus beau blaze de la draft, je trouve. Ouais, Mais je la trouve pas mal quand même celle-là, hein. Entre Cooper Flag, même Ace Bailey, Carter Bryant, LaBaron Phylon. Je trouve que VJ Edgecombe, je trouve qu'il y a des noms c'est des noms de stars, quoi. C'est des noms de stars. Il y a plus qu'à devenir des stars. Il il y y a a plus qu'à devenir des stars. Con Knuckle, là aussi, c'est pas mal. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, et même Rashard Fleming, c'est ça? Oui, oui. Ouais, bon, c'est incroyable, c'est incroyable. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous dire, du coup, on va faire le board ensemble. Ce sera le board du Dreamcast Show. J'espère qu'il sera cohérent. Comme ça, on pourra arriver jusqu'à la draft tous ensemble. N'hésitez pas à nous dire Yaku Shonis au-dessus, en dessous de Trey Johnson. Moi, je vous fixe les limites. Je le mets pas au-dessus d'Harper. Et je le mets pas en dessous, au-dessus en dessous de Bailey. Donc voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Passez une bonne fin de journée. Merci à Titou encore d'être passé. Et à très vite pour l'épisode 100. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.